Vous avez tous souligné, et les orateurs l'ont fait avant nous, qu'évidemment, beaucoup dépend de la finance, sinon tout de la finance. Donc l'enjeu précisément de la finance, c'est l'objet de cette table ronde. Je voudrais demander à Marianne Barbalayani, qui est inspectrice des finances et directrice générale de la Fédération bancaire française, le syndicat des banques françaises, de nous rejoindre. Merci infiniment. Arnaud de Bresson, prenez place là où vous voulez, je vous en prie, prenez place. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace, je vous en prie, qu'on ne présente pas, mais vous y êtes depuis 1993, depuis sa création, et vous êtes le président par ailleurs du WAIFC, le World Financial International Alliance, dont vous nous direz de quoi il retourne. Vous avez donc une vision worldwide du sujet. Fanny Picard, vous êtes la présidente d'Alter Equity, je vous en prie. Votre métier, c'est la gestion des fonds de capital développement avec des actionnaires très bien dévoués à des actionnaires, mais aussi qui s'intéressent à l'environnement et aux parties prenantes. Vous nous le direz dans un instant. Laurent Craïf, vous êtes, vous, le président de Perfesco. C'est une filiale d'EDF. Vous êtes ingénieur des mines, HEC. Vous êtes un entrepreneur au départ. Vous créez vous-même votre propre entreprise dans le domaine du solaire à Colle. Et puis, vous êtes venu développer chez EDF, ou dans le groupe en tout cas, un certain nombre de technologies qui vont nous permettre d'aller davantage dans la transition énergétique. Et enfin, je passe la parole à mon confrère Arnaud Dumas, qui est journaliste et chef de la rubrique Finance durable de Novetix. C'est dire si c'est un des spécialistes de ce sujet de la RSE et de la finance surtout durable. Vous avez la parole pour 40 minutes, et puis enfin, question avec la salle. Je vous en prie, Arnaud, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, la finance durable, la finance, c'est le nerf de la guerre. C'est l'outil principal pour essayer de financer l'économie bas carbone. Ça nécessite pour ça d'orienter plusieurs dizaines de milliards d'euros vers des projets meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour la société en général, si on veut notamment contenir le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés, comme le demande l'accord de Paris, qui a été signé en 2015 par les principaux États, 196 États je crois, lors de la COP 21. Des initiatives sur la finance durable, ça fait plusieurs années qu'il y en a, je crois qu'on va en parler. Mais il y a un élan en ce moment qui se dessine pour la finance durable. Plusieurs actions qui sont mises en place. La COP21 a été un bon coup d'accélérateur. Depuis, il y en a eu d'autres au niveau européen. Un plan d'action climat et finance durable qui vise à orienter ces flux vers la finance durable. Une taxonomie qui explique quelles sont les activités qui sont bonnes pour la planète, contre le réchauffement climatique, qui sont bonnes pour financer la transition aussi des entreprises, des Green Bond Principles qui sont en train d'être débattus, et un ministre de l'économie qui intervient après, qui a dit plusieurs fois que la finance serait verte ou ne serait pas. Néanmoins, la finance durable, elle recoupe plusieurs aspects, et on va passer tout de suite la parole à Marianne Barbalayani, donc de la Fédération bancaire française, parce que vous allez nous expliquer exactement comment vous voyez et comment vos membres les banques voient la finance durable. Qu'est-ce que ça recoupe exactement ? Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais dire que les banques, elles sont dans toute la société, parce que tous les Français sont bancarisés, on a 360 000 salariés, on a une quantité considérable de clients, et donc tout ce mouvement de finance durable est quelque chose qui est rentré dans les banques depuis longtemps, par les clients, par les salariés, par les dirigeants. Donc on est vraiment au cœur de ce mouvement, et je vais essayer de simplifier parce que il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Alors je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, donc je vais essayer de catégoriser un peu les choses. Il y a au moins 5 dimensions dans la finance durable, et quand je dis au moins 5, on pourrait en déterminer plus. Il y a d'abord l'aspect de finance inclusive, l'aspect de finance responsable, la finance intègre, la finance engagée, et évidemment la finance verte, qui est probablement ce sur quoi on aura le plus de développement, parce que c'est ce qui explose en ce moment, à la fois en termes de demande et à la fois en termes d'offres. Alors, tout d'abord, pour revenir sur la finance inclusive, c'est quoi la finance inclusive ? Ça peut paraître très basique, mais je pense que notre première mission en tant qu'acteur bancaire, c'est d'offrir un accès à des services bancaires simples,
accessible, aisément compréhensible et sûr pour tous les Français. C'est la base de la finance durable, c'est déjà que tout le monde puisse avoir accès à un compte bancaire. Je rappelle que 99% des Français sont bancarisés. Il y a même en France un droit au compte bancaire. Et ensuite, il y a des moyens de paiement adaptés, y compris lorsque il faut éviter de faire prendre des risques aux clients, par exemple, avec des cartes à autorisation systématique pour que les gens ne se mettent pas en situation de surendettement. Et le numérique aide pour ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup le numérique aide pour ça. Il y a beaucoup de banques digitales qui sont créées pour ça. Le numérique aide pour ça. Le numérique aide pour ça, mais il n'y a pas que le numérique, parce que dans l'inclusion, il y a aussi tout un tas de personnes qui ne sont pas tout à fait familières avec le numérique. Donc il faut aussi que les banques accompagnent leurs clients vers le numérique et, dans un certain nombre de cas, maintiennent le service, je dirais, de proximité. C'est d'ailleurs une des marques de fabrique des banques françaises. Dans l'inclusivité, il y a aussi la présence territoriale avec plus de 36 000 agences bancaires partout sur le territoire, parce que bien sûr, tout le monde beaucoup de gens utilisent les services numériques dans cette salle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels on a besoin d'un conseiller et du présentiel, et qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de passer au numérique. Donc il faut les accompagner aussi. Cet engagement, il se manifeste très régulièrement, et encore dernièrement, le secteur bancaire a été le premier secteur économique qui s'est engagé dans la crise des Gilets jaunes à la demande des pouvoirs publics et qui a pris des engagements très forts sur le plafonnement des frais d'incidents de paiement, qui était un sujet difficile avec un certain nombre de clientèles fragiles. Et on a pris des engagements qui représentent plus de 600 millions d'euros par an d'engagement auprès des clientèles fragiles. On pourrait en dire beaucoup plus, et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez un document qui s'appelle « Banque et clientèle fragile » qui décrit toutes les actions de nos adhérents. Je crois qu'il en reste quelques-uns à l'entrée. Je vous engage à regarder, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout développer. Le deuxième point, c'est la finance responsable. Alors ça aussi, c'est une des marques de fabrique des banques françaises, et c'est évidemment une condition clé de la finance durable. Ça se porte à la fois sur le crédit et sur l'épargne. Le crédit responsable, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de vérifier, lorsqu'on donne un crédit à un client, lorsqu'on octroie un crédit à un client, qu'il est capable de rembourser. Ça se manifeste d'ailleurs par le fait qu'on a un crédit en France qui est particulièrement sûr, avec un coût du risque dans notre jargon qui est extrêmement bas, et qu'on a d'ailleurs extraordinairement de mal à expliquer aux régulateurs internationaux, parce que comme on octroie le crédit au client en fonction de sa capacité à rembourser et en la vérifiant, on a très peu de clients qui sont en situation de ne pas pouvoir rembourser, et on a un taux de crédit douteux, comme on dit, qui est particulièrement, et un coût du risque qui sont particulièrement atypiques et particulièrement bas au niveau international. J'ai évoqué la prévention du surendettement. Je ne voudrais pas oublier de parler, au niveau du crédit, d'une innovation financière qui est maintenant un peu ancienne, mais qui est très importante, qui est le microcrédit. La France a été un des pays où le secteur bancaire a fait des partenariats avec des institutions spécialisées dans le microcrédit, notamment l'ADI, introduite par Maria Novak, et a pu développer cet outil qui est extrêmement utile pour financer ce que le crédit mainstream, entre guillemets, ne peut pas financer. Et on a aujourd'hui près d'1,5 milliard d'encours de microcrédit en France. Je crois qu'on peut en être fier, et c'est très important. Bon, je ne passe pas sur les prêts destinés à financer les véhicules verts, l'éco-PTZ, que les banques distribuent de façon très proactive. Du côté de l'épargne, les banques sont les distributeurs de tous les produits d'épargne. Donc, par définition, et parce qu'elles sont aussi des banques universelles, des banques assureurs, qu'elles ont des filiales d'asset management, par définition, tous les produits d'épargne verte, ou beaucoup de produits d'épargne verte, passent par la puissance des réseaux de distribution du secteur bancaire, qui évidemment est très engagé pour les distribuer. L'un d'entre eux, c'est le livret A. Il ne faut pas oublier que le livret A, produit très aimé des Français, finance le logement social. Donc c'est très important qu'on puisse distribuer le livret A. On a un produit encore plus ciblé sur le développement durable qui s'appelle le LDDS. LDDS, c'est le livret de développement durable et solidaire. Donc il y a un encours de 110 milliards aujourd'hui, passe aussi par les réseaux bancaires. Évidemment, les produits d'assurance vie, avec la nouvelle dimension ISR qui va être introduite dans les produits d'assurance vie par la loi Pacte, et qui va mobiliser les réseaux bancaires en termes de distribution.
Et n'oublions pas l'épargne salariale. Les banques françaises ont des grosses filiales d'épargne salariale, et l'épargne salariale est un des principaux vecteurs de collecte de fonds au travers des fonds ISR qui va ensuite financer l'économie sociale et solidaire. Donc cette dimension de distributeur des produits d'épargne est aussi très importante pour nous. Troisième élément de la finance durable, la finance intègre. Il n'y a pas de finance durable sans intégrité. Alors, il n'y a pas de finance durable sans finance verte, j'ai bien entendu le ministre, mais la finance intègre, c'est un point absolument majeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les banques françaises participent de manière très proactive à une politique publique fondamentale qui est la prévention du blanchiment, du financement du terrorisme et de la fraude fiscale. On est de très loin la première profession contributrice à Tracfin qui s'occupe de prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le deuxième élément de cette finance durable, c'est la protection des fonds et des données des clients contre notamment les cyberattaques qui sont un risque absolument majeur auquel sont confrontés tous les secteurs, évidemment le secteur bancaire au premier rang, dans la prévention et dans la protection des fonds et des données des clients. Ça fait partie de l'intégrité de nos systèmes et on investit considérablement dans ces domaines. Le quatrième point, c'est la finance engagée. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour le développer, je vois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Deux éléments clés là-dedans. Premièrement, l'insertion professionnelle. Les banques embauchent plus de 40 000 personnes par an. Elles ont toutes développé des programmes spécifiques pour intégrer des salariés un peu moins, je dirais, simples à recruter. Ça va des partenariats avec les écoles de la deuxième chance, ça va vers les partenariats avec l'APELS, qui est l'agence pour l'éducation par le sport, qui va recruter des jeunes sportifs au travers des coachs sportifs, des gens qui n'ont pas de diplôme mais dont on sait qu'ils sont capables de se motiver. Et il y a maintenant un programme interbancaire pour les intégrer dans les banques, avec un taux de CDI au bout d'un an de formation qui est de 80%, des gens qui sont souvent à niveau infra-bac. Donc c'est évidemment un exemple parmi d'autres. Là aussi, je fais un peu de publicité. Vous trouverez davantage d'éléments sur toutes ces actions dans ce document qui s'appelle « Banque et insertion ». On est branche professionnelle dans la banque, donc la branche AFB travaille de manière paritaire avec les syndicats, avec l'Observatoire des métiers de la banque, qui est un observatoire paritaire, à tout ce qui est développement de l'insertion. Donc on a fait tout un travail sur la diversité des recrutements, mais aussi sur le développement des nouvelles compétences. Et l'un des derniers rapports paritaires qui a été publié par l'Observatoire, c'est sur les compétences vertes. On voit bien que c'est effectivement un des axes de développement majeurs pour nous. C'est une grosse demande de la part des banques aussi d'avoir des publics formés. Il y a une demande fantastique parce que les clients demandent, les salariés demandent, et donc les banques ont besoin de recruter et de développer ces compétences. Comme le disait le ministre Gabriel Attal tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu considérable pour toutes les entreprises, pour les banques comme les autres d'ailleurs, de l'attractivité. Donc quand on veut recruter, évidemment, il faut que les entreprises aient mis en place des programmes et des politiques RSE, parce qu'aujourd'hui, les diplômés, tous les jeunes diplômés regardent ce point-là, et je crois que le sondage qui est sorti aujourd'hui l'a confirmé de l'IFOP, de manière absolument majeure. Donc c'est un enjeu considérable, parce qu'on est une industrie de main-d'œuvre à haute valeur ajoutée. On est une industrie très compétitive et donc pour pouvoir continuer à recruter les meilleurs, il faut leur offrir ce sens que tout le monde cherche dans son travail et que les jeunes sont particulièrement vis-à-vis duquel les jeunes sont particulièrement exigeants. Je pense que toutes les personnes ici qui recrutent des jeunes diplômés savent qu'ils sont très, très, très demandeurs sur ce point-là. Le deuxième élément de cette finance engagée, c'est l'éducation budgétaire et financière. Ça fait 15 ans qu'on a à la Fédération bancaire française un programme d'éducation financière qui s'appelle les clés de la banque, parce que préparer les jeunes à être des citoyens qui maîtrisent bien leurs finances, qui savent s'orienter dans le monde de l'épargne, dans le monde du crédit, c'est tout à fait essentiel. On a d'ailleurs une opération dans les classes de CM1, CM2 qui s'appelle « J'invite un banquier » ou une banquière d'ailleurs dans ma classe. Banquière parce que je rappelle que le métier est aujourd'hui à plus de 50% féminin. Donc plus de la moitié des banquiers sont des banquières. Ça fait aussi partie d'ailleurs de la RSE. Et les femmes progressent dans les banques, j'en suis très fière. Last but not least, évidemment, la finance verte. Alors, il y aurait des milliers de choses à dire. Je crois qu'Arnaud de Bresson évoquera l'engagement de la place de Paris en matière de finance verte.
son avance. Je crois que de temps en temps, il faut être fier de ce qu'on fait. La place financière de Paris et ses grands acteurs, notamment les acteurs bancaires, a été la première place financière à s'engager autour de la COP 21, avec des engagements très clairs, mais aussi la mise en place d'institutions, notamment un des bras armés de Paris Europlace, dont Arnaud parlera, qui s'appelle Finance for Tomorrow, et qui joue un rôle tout à fait précurseur dans ce domaine et tout à fait clé. Au niveau des banques, on a une expertise reconnue mondialement. Je ne citerai qu'un seul chiffre. La France représente 14% des émissions de green bonds dans le monde. On est les premiers mondiaux en matière d'émissions de green bonds. Et les grandes banques françaises sont de grandes arrangeuses de green bonds. Sont les arrangeuses de ces émissions de green bonds. Elles ont un savoir-faire très particulier en la matière, ancien, reconnu. Et je dois avouer que notre part de marché mondial est bien loin d'être l'équivalent de notre part de marché dans les green bonds. Donc on est surreprésenté dans ce domaine-là. C'est très bien parce que d'abord ça se développe, c'est un vecteur de développement absolument fantastique, mais aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a besoin d'acheminer des fonds absolument colossaux pour développer les infrastructures, pour développer pour aider les entreprises à financer leur transformation écologique. Et donc ça passe évidemment par des outils financiers que nous maîtrisons et sur lesquels nous sommes premiers mondiaux. Ça tombe donc très bien. Ensuite, il y a eu des politiques sectorielles très fortes qui ont été mises en place depuis de nombreuses années par les banques françaises. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on est très certainement la place bancaire aujourd'hui qui est le plus en pointe sur le désengagement par rapport aux industries fossiles et par rapport au charbon. Alors ça, on va y venir justement après. On y viendra après. Si vous le souhaitez, on pourra détailler tout ça. Et donc, je voudrais conclure en rappelant que la fédération, d'ailleurs, que je représente aujourd'hui, va concrétiser cet engagement puisque nous venons d'adhérer au principe de la finance responsable incarné par UNEP-FI, qui est l'association la partie des Nations Unies qui s'occupe de finances vertes et de développement durable. D'accord. Alors justement, Arnaud de Bresson, vous allez pouvoir nous expliquer un peu le rôle de la place de Paris, la place financière de Paris Europlace, qui elle représente à la fois les émetteurs, mais aussi tout l'écosystème financier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu que représente la finance verte dans la place de Paris? Est-ce que ce sont des volumes importants? Est-ce que ça se développe? Alors, je vais être bref parce que Marianne a déjà dit beaucoup de choses là, sur l'importance de l'action menée par le secteur bancaire. Moi, je voudrais simplement, au fond, donner trois idées. Vous donner trois idées, trois principes importants qui guident l'action de la place de Paris et qui expliquent pourquoi... Et j'étais un petit peu désolé des propos qui ont été tenus précédemment. Toute cette action de la responsabilité sociale est une action collective. Et on ne peut pas, on ne peut plus opposer aujourd'hui la finance aux entreprises. J'aurais aimé qu'il y ait plus de CFO, au contraire, d'entreprises et de directeurs financiers d'entreprises et de banques dans la salle, comme c'est le cas en ce moment dans un grand forum qui a lieu à Paris hier et aujourd'hui sur ces questions justement de l'économie sociale et solidaire auxquelles la place financière participe. Et de ce point de vue-là, nous inscrivons en tant que place de Paris en plein dans l'objectif fixé par le ministre Bruno Le Maire pour faire de l'Europe et de la place financière de Paris la place de la finance et de l'économie responsable. Je voudrais en donner trois illustrations. La première, c'est d'abord la nature de l'organisation de la place financière que nous avons créée en France il y a 25 ans. Je salue l'arrivée de Serge Wimbert, président d'entreprise. La création de Paris Europlace il y a 25 ans a consisté à mettre en place une organisation qui ne soit pas, pardon Marianne, le club des banquiers londoniens entre eux, mais qui est une organisation qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'économie française, les entreprises, au premier rang les entreprises industrielles, parce qu'elles sont les clients et parce que nous voulons construire ici une place financière qui serve les besoins de l'économie réelle. C'est le combat que nous menons depuis 20 ans. Les investisseurs,
compagnies d'assurance, sociétés de gestion. On entendra Fanny Picard nous parler de la manière dont les gérants développent aujourd'hui le private equity, l'action en matière de finances durables, et évidemment également les intermédiaires bancaires, et travailler ensemble avec les pouvoirs publics. Eh bien, je peux vous dire que ce modèle qui était considéré à l'origine comme franchouillard, théorique et intellectuel, notamment par le Financial Times, donc je fais la publicité de la Croix qui n'a jamais pensé la même chose et qui m'expliquait, le Financial Times, qu'on ne pouvait pas faire travailler ces gens ensemble et que vouloir mettre les entreprises avec les banques et les pouvoirs publics en plus relevait d'une entreprise vouée à l'échec. Ce modèle qui a été décrié pendant 15 ans par les grandes places anglo-saxonnes est devenu le modèle des places financières post-crise, et explique aujourd'hui pourquoi nous avons créé justement cette organisation qu'on mentionnait tout à l'heure et pourquoi la place de Paris développe aujourd'hui des accords de coopération avec toutes les places financières émergentes, y compris dans les pays d'Afrique. Et je salue notre ami Mehdi qui est là pour développer cette finance qui serve l'économie des entreprises. Alors, c'est vrai que tout ça a pris du temps. Et Alexandre Mars a raison de considérer que la finance a pris du temps et qu'elle n'est pas encore suffisamment portée vers ces sujets. Mais comme cela a été dit, ça s'accélère, la bascule est en cours, et la place financière de Paris, qui a débuté son action dans ces domaines de la finance durable, dans l'ensemble des secteurs dont a parlé Marianne, accélère et accélérer son action, notamment, c'est vrai, à partir de la COP21 dans le domaine de la finance climatique, environnementale, en créant cette entité qui s'appelle Finance for Tomorrow et qui accélère l'investissement du secteur financier dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'action de tous les secteurs. La décarbonation des portefeuilles des investisseurs, la création de fonds d'investissement, le développement de la distribution de produits bancaires, le développement de produits d'assurance, tout ça par les compagnies d'assurance, tout ça c'est la mobilisation de la place financière, les green bonds, sur la finance climatique. Et également dans les domaines, comme cela a été dit, de la finance solidaire et sociale, le microcrédit, tout le développement aujourd'hui d'instruments de financement pour accompagner l'économie des territoires et les besoins sociaux, et également l'investissement socialement responsable, qui est la RSE du secteur financier, dont je note, vous observerez aujourd'hui qu'elle représente environ l'ISR 1600 milliards d'euros portés vers des portefeuilles tournés vers des objectifs sociaux et responsables. C'est le tiers de la gestion d'actifs française. La place de Paris est en avance mondiale sur le sujet, avec un pôle de gestion d'ailleurs qui est au 2e rang mondial. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que dans 5 ans, 100% de la gestion d'actifs en France soit ISR, minded, et soit labellisé éventuellement vers la responsabilité sociale. Et soit labellisé éventuellement avec le label ISR ou le label... Et avec les labels. Mais les labels sont aujourd'hui la reconnaissance de fonds spécialisés. Notre objectif, c'est que dans 5 ans, l'ensemble de la gestion, et Amundi, Mirova, ont déjà pris des engagements dans ce domaine pour faire en sorte que l'ensemble de leurs activités soient orientées sociales. Et prennent en compte les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance dans leur gestion. Environnementaux, sociaux et gouvernance. Voilà, donc ce sujet est au cœur de la stratégie de la place de Paris. Depuis quelques années, il s'accélère. Il est au cœur de la stratégie de la place de Paris 2030 que nous sommes en train de discuter avec le pouvoir public pour le comité Place de Paris 2030 qui est coprésidé par le ministre Bruno Le Maire et par le président d'Europlace qui est Augustin de Romanet. On a parlé du groupe ADP et nous travaillons beaucoup sur ces sujets. Dernier point, cette action, nous comptons et nous essayons d'accélérer la manière dont nous la portons au niveau européen et international. Parce que ce n'est pas en travaillant uniquement ici à Paris entre nous, y compris d'ailleurs en intégrant les forces de la jeunesse dans tous ces sujets. Nous avons une action en direction des universités, des écoles qui est en train de se développer, mais c'est en contribuant aux travaux européens et internationaux. Notre objectif, eh bien disons-le, c'est que dans le contexte du Brexit, la place de Paris, après avoir développé un modèle particulier, soit en mesure de prendre au niveau européen la place que Londres a jusqu'à présent tenue pour orienter le développement de la place financière européenne et orienter les textes européens et pousser nos messages dans l'ensemble des organisations internationales. Le G7 dernièrement, Emmanuel Macron a fixé des objectifs
extrêmement fort et concret et ambitieux. La place financière de Paris soutient le One Planet Summit, soutient et organise son Climate Finance Day international annuel et est plus que déterminé à pousser ses objectifs. C'est aussi la raison, je termine là-dessus, de la création de cette World Financial Center Alliance que je préside et dans lequel le rassemblement des places financières internationales, nous aurons comme objectif de pousser ces objectifs de la finance durable comme un élément stratégique majeur pour la réorientation, oui, la réorientation et l'accélération de la manière dont la finance doit contribuer à cet objectif qui est un objectif d'écosystème. Mais il n'y a pas d'opposition entre la finance et le reste de l'économie, il y a une contribution, y compris sonnante et trébuchante, en termes d'investissement, de la manière dont la finance peut contribuer à ces enjeux. Concrètement, vous avez pris des engagements, la place financière a pris des engagements début juillet, le 2 je crois. Quel type d'engagement? Il y avait le désengagement sur le charbon. Alors, nous avions déjà signé une charte en 2015 avec l'ensemble des organisations représentatives des entreprises, des investisseurs, des banques, des compagnies d'assurance et de l'ensemble des acteurs. Nous avons renouvelé cette année cette charte en matière de finances environnementales qui comporte 3 actions importantes. La première, c'est en liaison entre les fédérations professionnelles et leurs entreprises membres d'accélérer la manière dont les entreprises financières peuvent réduire leur engagement et leur financement dans le secteur du charbon, ce qui est un objectif et une action extrêmement concrète et importante. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2015, dès 2015, Henri de Castres, à l'époque patron d'AXA, avait annoncé le retrait d'AXA d'une partie significative de ses investissements dans le charbon. Le secteur financier accélère son action dans ce domaine en liaison avec les entreprises industrielles. La deuxième nouvelle initiative est la mise en place d'un observatoire de l'engagement de la place de Paris dans l'ensemble de ses composantes en matière de finances environnementales et de contribution à ces objectifs. Et le troisième objectif consiste en liaison avec les universités. J'ai entendu les gens de Polytechnique s'exprimer, donc on aura besoin de vous, chers amis, de voir comment améliorer la recherche et l'innovation en matière d'instruments financiers pour concourir à ces objectifs de la finance environnementale. Et le gouvernement a aussi demandé aux autorités de régulation des marchés financiers de vérifier aussi que les engagements soient tenus. Donc il y a aussi derrière un bras armé qui va regarder ce qui est fait. En termes de capital investissement, donc d'investissement dans des entreprises non cotées, Fanny Picard, je me retourne vers vous parce que vous êtes fondatrice d'un fonds de private equity à impact. Est-ce que c'est aussi un type de finance qui se développe beaucoup, la finance à impact, dans la prise de capital dans des entreprises, des PME, des startups qui ont un impact positif pour la société? Oui et non. Aujourd'hui, il y a une trentaine de fonds qui représentent à peu près 2 milliards d'euros sous gestion. Donc c'est à la fois beaucoup et pas du tout beaucoup au regard des enjeux, puisque nous, et je ne parle pas du tout que de notre firme, mais nous, les investisseurs en fonds propres dans des startups, bien sûr françaises, mais également européennes ou internationales, qui trouvent des solutions aux enjeux de transition énergétique, d'efficacité énergétique, eh bien, nous sommes en train de financer les solutions à ce dérèglement majeur qui met en danger la survie de l'humanité, ou en tout cas de pans entiers de population. Donc, 2 milliards d'euros en France au regard de cet enjeu, c'est à la fois beaucoup et pas suffisamment. Heureusement, il y a de très bonnes sociétés de gestion qui se lancent dans ce domaine, comme celle de Serge Wimbert. Mais ça reste assez peu. C'est surtout des petits fonds. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas encore de fonds de taille plus significative. Ce qui est important pour financer des entreprises qui grandissent. Absolument. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de fonds d'impact en equity, en fonds propres de plus d'environ 100 millions d'euros. Aux États-Unis, il y a déjà des fonds de 400 millions, 1 milliard de fonds beaucoup plus importants en taille. Malgré tout, est-ce que ça avance? Vous me parliez de votre expérience. Je crois que vous avez créé Alter Equity en 2010, si je dis une bêtise. Et la levée du premier fonds a été compliquée?
Oui, alors effectivement, on a lancé Alter Equity en 2013. Autant pour moi. Non, mais c'est presque la même chose. En fait, juste en 2 minutes, donc nous investissons dans des entreprises. On a été le premier fonds en France, choisissant de soutenir par l'investissement l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part. Et en plus, nous leur demandons de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, le tout en recherchant un rendement rémunérant le risque de nos souscripteurs. Donc effectivement, premier closing, donc lancement du premier fonds 2013, mais j'avais commencé à y travailler en 2007. Et ça veut donc dire qu'il a fallu presque 7 ans pour lever ce fonds, ce qui est colossal, assez pénible à vivre. Alors, sur ce chemin, il y a eu 2008, la crise financière, qui évidemment a rendu l'exercice extrêmement difficile. Mais il est vrai qu'à l'époque, les marchés financiers, les acteurs, n'étaient absolument pas prêts à cette idée qu'on peut être à la fois responsable et rentable. C'est une histoire que je raconte souvent, alors j'espère que je ne l'ai pas déjà racontée aux personnes qui sont dans la salle, mais presque tous les investisseurs que nous avons rencontrés nous ont dit « mais enfin, c'est pas possible d'être à la fois responsable et rentable. Donc si vous voulez être responsable, vous serez nécessairement moins rentable que les autres fonds. Et comme notre objectif en private equity, c'est de générer de la rentabilité, eh bien bravo, c'est un beau projet, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir investir chez vous. » C'est pour ça que ça a duré assez longtemps, enfin parmi d'autres raisons quand même, plus techniques, mais c'est vrai que les marchés n'étaient pas du tout prêts et que ça a changé, accéléré, comme tu le disais, Arnaud, je crois vraiment après la COP21. Néanmoins, et si je peux quand même me permettre, je trouve qu'il y a un décalage très 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 important entre des positions de place qui sont prises par un certain nombre d'acteurs et l'importance des fonds qui sont réellement mobilisés sur le terrain. C'est pas si simple quand on lève un fonds d'impact, même quand on a des bons résultats. Et si on pouvait donc merci du thème de la conférence, et je pense qu'il est majeur. Il faut trouver des moyens de faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements mobilisables dans ce domaine, parce qu'on est quand même, à la fois d'un point de vue social, on l'a vu récemment, mais aussi d'un point de vue environnemental, dans une crise majeure. Henri de Castries, que tu citais avant de quitter AXTA, a aussi dit qu'un monde à plus 4 degrés n'était plus assurable. Il n'y a plus beaucoup de climatologues qui croient encore que d'ici la fin du siècle, on sera à moins de plus 4 degrés. Donc, on est, comme le disait le président Chirac, dans une situation dans laquelle la maison brûle et on regarde ailleurs. C'est un peu comme si un chef de famille partait en bateau avec sa famille et au moment où le vent forcit à non pas 9 ou dîner, mais même 25 ou je ne sais 50, allait se faire une petite tartine de Nutella dans la cabine, si vous voulez. On est dans une configuration dans laquelle, compte tenu de la situation à la fois politique à l'échelle internationale, démographique et économique, on ne voit pas de solution. Je ne veux pas du tout, et je ne suis pas collapsologue, mais on est en face d'un risque climatique absolument majeur. Donc il faut aider des investisseurs qui sont nécessaires pour financer les solutions à ce dérèglement climatique. La levée de votre deuxième fonds qui est en cours, est-ce qu'elle se passe mieux justement ? Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui ou pas ? Oui, c'est beaucoup plus simple. C'est le blanc par rapport au noir. Le monde a totalement changé. Et puis, c'est très difficile techniquement, c'est pour ça que je n'entrerai pas dans tous les détails, de lever ce qu'on appelle un premier fonds, c'est-à-dire un fonds quand on n'a pas encore soi-même dirigé un fonds, ou avec ce qu'on appelle techniquement une first-time team, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas encore travaillé ensemble. Donc nous, on n'est plus une first-time team, on n'est plus un premier fonds, on a un beau portefeuille avec des perspectives de rendement attractives. C'est une bonne Donc référence. on est moins inquiétant pour un investisseur institutionnel. Mais il n'y a pas de poche d'impact, si vous voulez, pour le moment, ou très très peu de poche d'impact chez les investisseurs institutionnels. Et il y a à la fois nos interlocuteurs investisseurs institutionnels, ils viennent dans des conférences comme celle-ci. Moi, ça fait 10 ans que je participe à des conférences de cette nature. Les gens sont totalement convaincus à la sortie de la conférence, mais quand ils rentrent à leur bureau, c'est business as usual et on recommence. Et les choses ne changent pas fondamentalement, profondément, ou en tout cas pas à la mesure de l'enjeu, je trouve, ou en tout cas pas suffisamment. Donc, nous, on avait pour objectif de lever 70 millions d'euros. C'était un objectif qui nous avait été fixé par BPI-France, qui est notre premier investisseur, et un autre de nos principaux investisseurs. On venait d'un fonds de 40 millions, donc vous voyez, on ne nous permettait pas de faire beaucoup plus.
Aujourd'hui, on a dépassé cet objectif, donc on est très content, c'est un succès. Mais à l'échelle du problème, c'est pas tout à fait satisfaisant. Et en tout cas, la réalité, la difficulté de l'exercice illustre, enfin, à la fois on le réussit bien, mais c'est quand même beaucoup de travail, illustre que il n'y a pas un engagement majeur des investisseurs institutionnels sur ce sujet, alors qu'on en a vraiment collectivement besoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement ce que représente l'impact? Quel type de société vous recherchez, vous financez? Quel impact positif elles ont pour la société? Comment vous les faites progresser aussi éventuellement? Alors, la définition de l'impact la plus communément admise, c'est celle du Global Impact Investing Network, qui est un organisme américain qui dit qu'un investissement d'impact, c'est un investissement qui est réalisé avec l'intention de produire un impact positif sur la société, notamment sur les personnes ou l'environnement, et qui précise que c'est avec un rendement qui peut être soit un rendement de marché, soit un rendement inférieur au marché, soit même un rendement supérieur au marché. Donc ça exclut la philanthropie, mais ça intègre des perspectives de rendement et donc des types d'investisseurs qui vont de market, below market, above market. Vous vous situez dans le... Vous vous situez au-dessus du marché? Nous, à notre mesure, oui. On s'est fixé un objectif de rendement net pour nos souscripteurs de 10%, ce qui correspond. Et le marché du capital développement en France, il est plutôt autour de 6-8%. Et le marché du venture, donc de l'investissement early stage, il est entre 0 et un tout petit peu plus. Pas beaucoup plus. Donc nous, comme on est un petit peu en dessous du cap dev et un petit peu au-dessus du venture en termes de taille des entreprises dans lesquelles nous investissons, notre marché de référence, il est peut-être à 4-5%. Donc si on génère effectivement 10%, eh bien on sera significativement au-dessus de notre marché de référence en termes de nature de risque qui est essentiellement lié à la taille des entreprises dans lesquelles on investit. D'accord. Et c'était volontaire parce que justement, en réaction à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette conviction de la plupart des acteurs des marchés financiers que rentabilité et responsabilité sont incompatibles, on veut vraiment contribuer à notre mesure à démontrer que c'est faux. C'est l'inverse. Parce qu'on pense que tant que les dirigeants de grands groupes seront sectionnés par les marchés, leurs actionnaires, investisseurs financiers, avec l'idée qu'ils maximisent leurs profits, quelle que soit l'absence de responsabilité, s'ils considèrent que c'est incompatible, eh bien, on aura des pratiques qui seront moins responsables que si on est convaincu du contraire. Donc, et il y a de plus en plus d'études qui montrent au niveau de l'investissement il y a quelques études en bourse, notamment la gestion d'actifs, que la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance permet de réduire son risque financier, donc d'améliorer son rendement à terme. Absolument. Il y a quelques études qui sont sorties maintenant sur ce sujet, notamment une étude très intéressante du BCG. Oui. Je reviens sur votre activité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple quand même d'entreprise pour qu'on soit vraiment dans le concret de ce que vous faites? Oui, alors quels indicateurs d'impact vous regardez? On investit donc dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part. Alors aux personnes, ce sont les métiers de l'éducation, de la culture, de la santé, du bien-être, de l'accès à l'emploi, de l'intégration dans la société. Et impact positif sur l'environnement, on l'appréhende vraiment au sens large. Sont toutes les entreprises dont l'activité permet une solution aux grands enjeux environnementaux qui sont pour nous le dérèglement climatique, la préservation des ressources, y compris la biodiversité, l'accès à l'eau, la qualité de l'eau, de l'air, des sols. Concrètement, on a investi dans 12 entreprises. Mais, par exemple, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Open Airlines, qui a développé un logiciel d'éco-pilotage qui permet d'économiser 2 à 5% de kérosène par vol, qui a permis l'année dernière d'éviter l'émission de 400 000 tonnes de CO2. 400 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 85 000 habitants. La plus proche d'ici, c'est Versailles. C'est colossal. Depuis que notre investissement, ils ont permis d'éviter l'émission de 1 million de tonnes de CO2. C'est 166 000 tours du monde en avion. C'est vraiment beaucoup. Et c'est une société aujourd'hui qui est commerciale, dont le logiciel est commercialisé, y compris par Airbus, en fait, dont l'efficacité, la puissance du logiciel est reconnue. Et vous avez investi dedans? C'était encore une start-up, une petite entreprise? Oui, c'était vraiment une start-up parce qu'elle réalisait 1 million de chiffre d'affaires, D'accord. dont la moitié qui était en fait en dehors de ce logiciel, c'était du conseil Airbus Air France sur d'autres sujets. On a investi dans une société
je suis intarissable. Hein. Innovafeed qui... Parlez-nous peut-être de celle que vous avez vendue. Voilà, Je crois qu'il y en a une dans laquelle vous on avez réussi à revendre. On en a revendu une, alors très très bien, on ne fera pas ce type de rendement sur l'intégralité du portefeuille, puisqu'on a généré un rendement de plus de 400%. C'est une société qui, en fait c'est une ferme qui élève des mouches dont les larves sont utilisées sous forme de farine pour nourrir des poissons d'élevage en substitution de farine de poissons sauvages. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Innovafeed. D'accord. Très bien. L'impact, on va passer à vous, Monsieur Greff. L'impact, c'est un peu aussi votre cœur de métier, finalement. Donc, vous avez créé Perfesco au sein d'EDF, où vous avez été abrité ensuite par EDF. Et vous, votre objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone, finalement, de vos clients, des entreprises industrielles ou tout, pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment ça marche, comment vous financez ça ? Ce qu'on s'est dit, c'est que j'entendais ce matin Marie-Claire Daveux dire que Victor Hugo rappelait que plus de liberté, c'est plus de responsabilité. On s'est dit plus modestement ce que dit parfois soit Churchill, soit Spiderman, avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Chez EDF, il y a un accès client qui est formidable pour aller parler à peu près n'importe qui d'énergie. Et je ne viens pas d'EDF, moi je développais des projets solaires. Et on s'est rendu compte qu'en dépit du fait que beaucoup de projets sont bien et sont pour autant finançables, réalistes, feraient du bien à la planète et généreraient des returns satisfaisants, ils ne sont pas faits. Pour une raison qui est assez basique, c'est que quand vous parlez à un directeur financier, il a une enveloppe d'investissement qui est limitée à 100 et il a des projets qui sont possiblement réalistes quelque part entre 100 et 1000. Bon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir un certain nombre d'entreprises en leur disant on va faire les poubelles de ce que vous ne faites pas en énergie. Plutôt que vous ne fassiez pas ce projet, ce qui est ballot, on va plutôt le faire et on va faire en sorte que, vous pouvez toujours dire non, mais que dire non, ça devienne vraiment difficile. On va investir à votre place, on va sortir l'actif de votre bilan, on va se payer strictement sur les gains. Donc on fait strictement 2 équipes. Une équipe où ça ne marche pas, c'est pour nous. Une équipe où ça marche, c'est pour vous. Si on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit, on est moins payé. Si on arrive à faire ce qu'on a dit, vous avez des gains. Et à la fin, on vous laisse l'actif. Au milieu de tout ça, vous avez une baisse de consommation d'énergie, vous avez des gains pendant la vie du contrat, et à la fin, on vous laisse l'actif entretenu. En dépit de cette proposition, on a eu... Alors, j'avais fait la même chose, qui était la prolongation de mon activité dans le solaire. Les gens nous disaient où est le loup ? Vous êtes sympa, monsieur Kreif, mais vous mentez. Ou vous êtes sympa, mais vous allez m'arnaquer, et puis je ne vais pas m'en rendre compte, puisque vous êtes très aimable, mais ça ne marche pas tout ça. Une proposition où on paye rien et on gagne quand même, c'est toujours un peu surprenant. C'est vrai. Alors, ce qu'on a expliqué, on a eu la chance de rencontrer des gens d'EDF avec leur fonds de capital risque. Il se trouve qu'il était géré par mon ancien actionnaire et qu'on a pu, à la faveur de tout ça, remonter une activité qui est hébergée maintenant au sein d'EDF, qui fait ça. Assez fortuitement, les mêmes clients à qui on disait « je vous propose ça » et qui nous répondaient poliment « c'est très sympa ce que vous nous dites », nous ont dit « ah, mais du coup, c'est possiblement vrai ». Bon, on a converti ces prospects en clients, on bosse maintenant avec General Electric, avec Air France, avec SKF, et ils entendent le message. Ce qu'on a fait comme réalisation très concrète, c'est encore une fois très simplement les poubelles de l'efficacité énergétique. Quand vous allez sur un site industriel, vous avez, si vous prenez une aciérie, ou vous prenez des gens qui font des turbines ou des gens qui font voler des avions, en général, les investissements cœur sont sanctuarisés. Vous ne passez pas à côté du laminoir, les moteurs centraux de l'usine sont bien tenus, et normalement, tout ça fonctionne. Vous levez les yeux en l'air, vous vous dites, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que les gamètes ici ont à peu près 10 ans d'âge, pour autant, il y a des LED qu'on pourrait mettre. Vous regardez les moteurs au fond, vous dites, c'est marrant, ce moteur qui tourne tout le temps, parce que la variation de vitesse sur les moteurs, c'est un truc qui date des années 90, et pour autant, c'est pas fait. Et quand vous parlez au directeur de l'usine, il vous dit, mon CFO m'a dit non. Il vous dit, mais j'ai proposé ce projet 10 fois, mais il m'a dit non. Il m'a dit, je peux pas, c'est pas la bonne année du CAPEX, coupe-le en 3. Il dit, je peux pas couper le projet en 3, il y a un moteur. Bon. Ou je peux pas faire une allée de lampe oui, une allée de lampe non. Bon, donc, ce qu'on leur a dit, c'est... C'est pas un investissement productif, en fait. C'est pas un investissement productif. C'est productif, puisque ça rapporte de l'argent. C'est productif parce qu'il y a un return. C'est pas de la philanthropie, ça marche. En revanche, il y a toujours quelque chose qui passe avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher chez les grands clients d'EDF, et encore une fois, je rends hommage à la société, parce que sans ça, nous, ça ne fonctionnait pas tout seul. Un sponsor
qui est en général la direction financière, c'est monsieur non. Pour lui dire, écoute, voilà l'argumentaire, plus le coût du capital, et il comprend que ça fonctionne. Et puis quelqu'un qui a un seuil de douleur important, qui est, est-ce que tu voudrais que je te change tes ampoules, que je rénove ton moteur, que je change, etc. Et tout ça fonctionne. Et au final, vous mesurez comment l'impact que vous avez finalement en On termes le mesure de deux manières. On le mesure d'abord pour notre actionnaire. Mmh. Puisque si, une fois que j'ai raconté cette histoire, mon actionnaire me disait « mais finalement, Laurent, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Enfin, tu as détruit beaucoup de valeur avec tout ça ». Donc, le premier impact, c'est est-ce qu'on est fondé à créer une classe d'actifs, qui est une classe d'actifs un peu neuve, au terme de laquelle, de la même manière que les gens disent « je veux investir dans un champ solaire ou dans un champ éolien », ils sont fondés à se dire demain, j'investis dans des contrats d'efficacité énergétique. Et ça fonctionne. Donc on a généré les returns, on a satisfait nos clients. Le deuxième impact, c'est est-ce qu'on fait des économies? Et la réponse, c'est oui. Quand vous prenez des actifs qui ont en général le mauvais goût d'être les actifs non productifs par excellence du site, tout le monde s'en fout. Donc quand vous arrivez et que vous dites tiens, je vais faire un peu mieux, vous pouvez faire vraiment beaucoup mieux. Si par hasard vous avez la chance d'avoir une révolution qui est passée au milieu, comme l'IoT industriel ou les LED, nous, encore une fois, chez nos premiers clients, que ce soit GE, Air France ou SKF, les réductions de consommation qu'on a fait, on a bossé un peu, vont de 70 à 90% de ces consommations-là. C'est-à-dire pour Air France, par exemple, vous prenez un hangar et vous refaites complètement le système de... On a pris un hangar qui est à Roissy, on leur a proposé de faire ça, on leur a dit on vous garantit 80% de gains, ils nous ont cru mollement. Bon, comme c'était EDF, ils nous ont cru un peu plus. On a fait ce qu'on avait à faire. Le contrat est assez draconien. Il y a écrit que si ça ne marche pas, on n'est pas payé. Donc c'était plutôt chez EDF que j'avais une discussion qui était plus soutenue. On a fait à la fin de l'année, parce que c'est mesuré. Enfin, aux États-Unis, ces contrats existent depuis longtemps. C'est des contrats d'ESCO, d'Energy Service Company. Il y a un protocole qui va avec, qui est le International Performance and Verification Protocol, qui permet d'éviter de se faire des procès. Donc on dit simplement, on mesure ce qu'on fait avant et on vérifie comment on va faire après. Et sur les mêmes compteurs posés du avant-après, on a généré à peu près 90% de gains année après année. D'accord. Donc, ça marche. Et ça représente combien d'émissions carbone, par exemple? On ne compte pas en émissions carbone, parce que si on a envie de se faire plaisir, on compare aux émissions carbone de la Pologne, mais c'est plusieurs gigawattheures par an. À l'échelle de sites industriels, c'est entre 5 et 20% de la consommation d'un site. Ce qui est colossal, vous avez très peu d'actions qui font 5% de la consommation d'un site en une fois. Et en termes de sous, quel type d'investissement ça représente? En termes de sous, on a dépassé la barre de la dizaine de millions d'euros d'investissement, on est quasiment à 20. On a réussi à convaincre la direction financière d'EDF de nous allouer une enveloppe de budget qui était totalement hors des clous, ce qu'ils ont fait d'assez bonne grâce, quand on leur a expliqué longtemps. Et la contrepartie de ça, c'est attention, il faut que ça marche. C'est-à-dire ce que vous nous vendez comme histoire de je fais une classe d'actifs, il faut que ça devienne une vraie classe d'actifs, sinon il n'y a plus de moyens de faire. Et on reboucle avec les discussions sur la finance verte. On a, et c'est encore une fois le groupe EDF qui l'a fait, a pris l'initiative de lancer la création d'une classe d'actifs sur la base d'une idée un peu farfelue de je vais faire les poubelles de l'efficacité énergétique, et on est en train de la développer. Alors, question avec la salle maintenant sur cette problématique spécifique de la finance. Voilà. Et puis ensuite, on passera à la conclusion de la journée. Mais d'abord, qui éventuellement sur ces sujets veut intervenir? Alors, je vous en prie, Marie-Claire Daveu, il y aura une question là-haut. On va vous fournir un micro au premier rang devant, s'il vous plaît déjà. Marie-Claire Daveu, je vous passe la parole ensuite, monsieur. Allez-y. Oui, merci. Ma question, ça va s'adresser en fait à Marianne Barbaliani. Moi, je crois vraiment en fait que le secteur bancaire peut changer en profondeur les choses. Quand on voit sur le climat et le côté carbone, dans le coût du risque, c'est pas parfait, mais il est de mieux en mieux pris en compte. La COP21 sur le climat, vous le rappeliez, monsieur, a fait en sorte que les banques ont pris un certain nombre d'engagements. Moi, je trouve toujours que quand on parle d'environnement du côté bancaire et plus généralement du côté financier, on pense climat, mais il y a le parent pauvre qui est la biodiversité. Et la biodiversité, quand on en parle, en fait, elle se résume, et l'actualité le rappelle, aux grands projets de déforestation, etc. Point barre. L'année prochaine, il y a la COP sur la biodiversité. Alors certes, ce n'est pas en France, mais c'est à Pékin, mais c'est quand même une échéance mondiale. Le président de la République l'a rappelé. Est-ce que d'un point de vue, et je suis bien consciente que méthodologiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile, mais est-ce que ça va être l'occasion pour le secteur bancaire d'avoir modélisé la partie biodive et de l'inclure plus dans le coût du risque? Et est-ce que ça va être aussi l'occasion qu'au-delà des grands projets de déforestation, on pense aux espèces endémiques et le reste?
Alors, on va répondre on va d'abord prendre la série de questions, si vous voulez bien. Monsieur, je vous en prie, présentez-vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Benjamin, j'ai fait Sciences Po. Donc voilà, je pense qu'il n'y en a pas encore eu aujourd'hui. Je représente cette caste-là. On est sauvés, je vous remercie pour vos interventions vraiment différentes qui montrent que je pense qu'il y a consensus dans vos différentes structures sur une finance durable, voire une finance responsable. Vous avez dû voir, comme moi et comme beaucoup de gens dans cette salle, que récemment aux États-Unis a été monté un fonds qui serait plus activiste, le Emergency Climate Fund, et qui a eu pour premier coup d'éclat de financer notamment aux États-Unis Extinction Rebellion, qui est un mouvement de désobéissance civile en faveur du climat. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que, avec vos structures, vos convictions, vous seriez prêt à voir ce genre d'initiative d'un œil bienveillant et éventuellement pousser au financement d'une organisation comme Extinction Rebellion, qui, je le rappelle, un élève de Sciences Po qui pose cette question. Qui, je le rappelle, est non violente, mais tout aussi en faveur du climat. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, devant, je vous en prie, monsieur, passez... je sens qu'il y a une autre école qui veut prendre la parole, du coup. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, moi c'est pour l'école des ponts. La question pour moi, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est une question qui fait un peu consensus, j'ai l'impression, dans le milieu. Et on voit qu'on ne fait pas assez. Pourquoi la finance, elle n'a pas pris le relais ? Sur les bâtiments, hein. Sur la rénovation thermique des bâtiments. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière... Oui, derrière, en haut. C'était une question pour Fanny Picard. Je me demandais, dans les projets que vous choisissez, quels sont les critères extra-financiers et quelle place vous gardez encore, quelle importance vous donnez encore aux critères financiers, sachant que j'imagine que le but de votre organisation est quand même de choisir des projets qui ne rentrent pas forcément dans les cases plus classiques de la finance d'aujourd'hui. Merci à tous pour ces questions. Voilà, vous avez des sujets qui se recoupent, mais vous avez tous une sensibilité ou une pratique qui correspond à cette problématique. Je vous en prie. Qui veut parler ? Fanny Picard, peut-être, la première ? Merci. Pour répondre à votre question, comme je l'évoquais tout à l'heure, le premier critère extra-financier, c'est que pour investir dans une entreprise, il faut que par son activité, elle réponde à un grand enjeu social ou environnemental. Donc, on peut dire que c'est extra-financier. Et en deuxième lieu, je n'ai pas développé, mais c'est une exigence pour nous et une condition à notre investissement que l'entreprise s'engage à progresser dans ses pratiques de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Et pour ça, elle doit adopter un plan d'action en 10 à 15 critères. Et nous avons élaboré une grille de critères, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de standard de pratiques de responsabilité sociale et environnementale, comme il existe un standard comptable. Et comme ça n'existait pas et qu'on en avait besoin, eh bien on l'a fabriqué. On ne considère, au moment où on procède à l'étude d'un investissement, on passe en revue les critères de cette grille et on regarde où l'entreprise se positionne en termes de RSE. C'est pas un objectif d'audit en tant que tel, c'est pour lui permettre de faire en sorte que ce plan d'action en termes de RSE soit utile puisqu'il va porter sur des sujets sur lesquels il est intéressant qu'elle progresse. Néanmoins, à ce moment-là, si l'entreprise a des performances pathétiques, catastrophiques en termes de RSE, on va trouver bizarre qu'elle s'adresse à nous, et ça n'est jamais arrivé. Donc, vous voyez, j'espère avoir répondu de façon suffisamment claire à votre question. On s'engage plus dans le futur qu'on ne valide le passé en termes de critères extra-financiers. Alors, la COP Pékin, la question de Marie-Claire Daveu, je vais peut-être vous permettre de répondre. Oui, alors la question de Marie-Claire est à la fois simple et compliquée. Dans le micro, voilà. Bien sûr, la biodiversité fait partie de la finance verte. On va tomber sur le sujet qui a été un peu abordé, c'est le sujet de la méthodologie et comment est-ce qu'on arrive à classifier les investissements et les financements verts. Alors bon, si vous avez toute la soirée, on peut peut-être se lancer dans le débat. C'est aujourd'hui pas totalement figé. Ça fait partie des travaux ingrats mais colossaux, des travaux d'Hercule qu'on mène à la fois au niveau français et au niveau européen, avec, comme dans tous les enjeux de normalisation d'ailleurs, un vrai enjeu de qui va édicter les normes, qui va les contrôler et qui va les noter.
de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas d'agence de notation extra-financière, française ou européenne. Ça fait peut-être partie des choses sur lesquelles on devrait se pencher. Nous, on y travaille à la fois au niveau européen avec un travail considérable qui s'appelle la taxonomie. Alors, ce n'est pas de la taxidermie, pour parler de biodiversité, mais c'est la taxonomie qui va permettre justement de catégoriser les choses. Et heureusement, il y a 2 cordes de rappel absolument essentielles, qui ne portent pas que sur la biodiversité d'ailleurs, mais ça renvoie à cette question de méthodologie. D'abord, je rappelle que les entreprises publient maintenant des déclarations de performance extra-financière qui sont certifiées par des commissaires aux comptes spécifiques. Donc on a maintenant des outils qui vont se perfectionner progressivement. Et d'ailleurs, ça fait partie des grands axes de la politique qu'a poussé Bruno Le Maire en France, avec le rapport qui a été rendu récemment par Patrick de Cambourg, qui va servir de base, je l'espère, à une approche européenne qui permettra d'avoir des indicateurs fiables et certifiés sur ce point. Deuxièmement, le secteur financier ne manque pas de contrôleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons un contrôleur financier qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, nous avons un contrôleur bancaire qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ça, c'est pour le niveau national, on en a aussi un niveau européen, etc. Je signale que tous ces contrôleurs se sont énormément investis dans la définition de méthodologies pour contrôler les engagements financiers qui sont pris par les acteurs financiers que nous sommes, banques, mais aussi assurances, sociétés de gestion, etc. Donc progressivement, on va arriver à mieux être capable de rendre compte de ce que l'on fait pour la finance verte, pour la biodiversité, qui est effectivement un des gros enjeux au sein de la finance verte, c'est évident. Arnaud de Bresson. Alors, il y a une question sur le bâtiment aussi, et puis on ne va pas occulter la question plébiscitée sur le fonds activiste. Je peux peut-être dire un mot sur le bâtiment, parce que là, pour le coup, on est directement concerné en tant que banque. Oui, la rénovation thermique des bâtiments, c'est un chantier, sans jeu de mots, absolument colossal. On a des outils, notamment l'éco-PTZ, qui permet aux particuliers, mais aussi aux copropriétés, de financer à bas coût la rénovation des logements. Ça, c'était extrêmement complexe. On a travaillé avec le gouvernement. Ça y est, le produit va être plus simple. Donc, on espère que la distribution va être boostée. Ceci étant dit, compte tenu du niveau des taux d'intérêt actuellement, l'intérêt d'un prêt à taux zéro est limité. Et il est évident que c'est un bon moment, compte tenu du bas niveau des taux d'intérêt, qui pose tout un tas de problèmes aux banques, mais enfin qui, pour les investisseurs et pour les emprunteurs, est une chance considérable. C'est un bon moment pour investir, notamment dans la rénovation thermique des logements, parce qu'on abaisse considérablement le point mort de l'investissement, évidemment. Arnaud de Bresson. 2 mots. Donc, un mot pour répondre à votre question qui est très pertinente là, sur la biodiversité. Ce sujet est maintenant pris en compte par notre initiative Finance for Tomorrow, qui s'intéresse à la finance climatique et à la biodiversité, sous les différents aspects, que ce soit l'analyse des risques ou l'investissement, en créant et en essayant de susciter la création de fonds dédiés à ce domaine. Et nous avons organisé notre premier forum sur ce sujet il y a quelques semaines, au mois de juin dernier, international également, pour parler de ces sujets qui maintenant figurent au titre de nos priorités, au même titre d'ailleurs que ça a été évoqué très rapidement, que la finance à impact en général, social, environnemental, qui est l'étape suivante et sur laquelle la place de Paris est en train de s'engager et de développer ces initiatives. Sur le fonds activiste, oui au principe et à l'objectif, tout ce qui peut permettre de booster est évidemment souhaitable. Et d'ailleurs, l'action que nous menons de la place de Paris sur ces sujets, elle est pas mal boostée par les investisseurs, y compris par des initiatives comme celle de Fanny Picard. Simplement, la petite différence entre nous et ces fonds activistes américains, dans ce domaine comme dans d'autres, vous en entendrez parler prochainement, c'est que oui à l'objectif, mais attention aux méthodes. Parce que de temps en temps, il y a des méthodes qui peuvent être contraires aux objectifs et également à la stabilité des entreprises concernées. Donc il y a un léger sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Notre approche, comme je vais essayer de l'expliquer, elle essaie d'être consensuelle des acteurs, de pousser une dynamique ensemble et pas uniquement en contre. Est-ce que Laurent Crève voulait dire un tout petit mot de conclusion, très court?
Je vais juste dire un mot sur la réglementation thermique avant de parler sur la conclusion. Il y a une blague qui courait dans le milieu des gaziers il y a 10 ans, qui est une blague nulle, qui consistait à dire, non, je préviens avant parce que sinon c'est vraiment nul, qui consistait à dire que le premier gisement de gaz russe, c'était la ville de Moscou. Le prix du gaz était tellement peu cher et l'état des logements était tellement dégueulasse que les gens laissaient le chauffage tourner toute l'année, enfin, surtout en hiver, et laissaient des logements dans un état de délabrement aggravé. En France, il y a un prix de l'énergie qui est assez faible. Personne n'a vraiment envie que ça remonte, à part probablement les actionnaires d'EDF, mais indépendamment de ça, personne n'a vraiment envie que ça remonte. Et c'est la première raison qui fait que la réglementation thermique, en tout cas, toutes les initiatives qui vont avec la régulation thermique ont des temps de retour proches de l'infini. Il y a des fonds qui financent ça, mais la réalité, c'est qu'il y en a peu. Il y a une deuxième initiative qui est baquée par le gouvernement et financée par le pollueur-payeur, c'est les certificats d'économie d'énergie, qui permettent d'aménager un certain nombre de mesures, qui donnent lieu à une inventivité folle des gens qui en bénéficient. Vous avez probablement vu passer pas mal de « je rénove vos comptes pour 1 €». Vous demandez ce que vous avez, mais à la fin, vous savez qu'il y a des très grosses marges et probablement un niveau de fraude ou de créativité qui est assez important là-dessus. Donc le fond du sujet sur la régulation thermique, c'est les temps de retour sont très longs et la limite supérieure de ce qu'on peut faire là-dedans, c'est la magie. Merci aux orateurs de cette table ronde, s'il vous plaît.